Bonjour Didier Péclard. Bonjour. Bonjour Federico Carducci. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cet entretien de la chaire Yves Oltramar. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Merci. Alors Didier Péclard, vous êtes professeur au département de sciences politiques et relations internationales à l'Université de Genève. Vous êtes également directeur du master en études africaines au Global Studies Institute de la même université, où vous supervisez divers projets de doctorat et de master. Et durant votre parcours de chercheur, vous avez publié plusieurs articles scientifiques sur la formation de l'État et les questions de conflit et de développement. Vos publications portent principalement sur l'Afrique, mais particulièrement sur l'Angola, un pays que vous connaissez bien pour y être plusieurs fois allé et y avoir consacré une grande partie de vos recherches. L'un de vos livres s'intitule d'ailleurs « Les incertitudes de la nation en Angola aux racines sociales de l'UNITA ». Vous y démontrez notamment la non-corrélation automatique entre Église protestante et mouvement nationaliste en Angola, contrairement aux idées reçues. Nous aurons le plaisir de revisiter plus amplement vos idées sur ce sujet au cours de cet entretien. Merci. Et quant à vous, Federico Carducci, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Genève, sous la supervision de Didier Péclard, et le thème de votre projet de recherche est la fabrique religieuse de l'après-guerre, pouvoir, religion et gouvernementalité de la paix en Angola. Vous êtes aussi assistant d'enseignement et de recherche au Master d'études africaines, et vous avez récemment écrit un article en collaboration avec Didier Péclard où vous analysez un mouvement religieux un peu particulier en Angola qui s'appelle le tokoïsme. Et dans cet article, vous prêtez particulièrement attention au rapport de ce mouvement avec l'idée de citoyenneté. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur vos idées, sur votre analyse au cours de cet entretien. Merci. Alors, pour commencer, je vous pose d'abord une question d'ordre méthodologique. Comment vous situez-vous, d'abord vous Didier et ensuite Federico, par rapport à la littérature sociologique et historique existante sur l'Angola ? Je pense particulièrement à une personne comme Christine Messian. Comment vous vous situez et quelles sont vos contributions essentielles ? D'accord, merci. Vaste question, je vais essayer d'y répondre d'une façon intelligible et relativement brève. Vous avez cité Christine Messian, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important pour moi. Christine Messian qui est malheureusement disparue il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et qui a vraiment joué un rôle fondamental pour toute personne travaillant sur l'Angola au XXe siècle. Je crois que d'une façon générale, elle fait encore l'unanimité. Et ses travaux, notamment sur l'État colonial au XXe siècle en Angola, font encore référence. Sa thèse de doctorat, qu'elle a soutenue dans les années 80, qui a été publiée en 2006, est encore une référence incontournable pour qui veut comprendre en fait la mise en place de l'État colonial en Angola, son insertion dans les relations de pouvoir au niveau local et puis son influence sur le long terme, notamment sur la structuration du nationalisme, puisque c'était le sujet de sa thèse, mais également ses travaux sur les guerres civiles, que ce soit sur la guerre en Angola ou de façon plus générale et comparative avec son collègue Roland Marchal. Elle a vraiment marqué toute une génération et j'espère qu'elle continuera à marquer encore plusieurs générations. Donc c'est vrai que moi j'ai eu de la chance dès le début de mes recherches sur l'Angola, dès que j'ai commencé à faire mon mémoire de maîtrise, en fait, d'être en contact avec elle et d'avoir pu bénéficier de son soutien. Et c'est un petit peu, je crois, probablement grâce à elle que finalement j'ai travaillé sur le nationalisme dans une région particulière dans l'Angola, le centre-sud de la région de Huambo, dont provient une partie des cadres de l'UNITA, donc un des mouvements nationalistes qui est devenu ensuite une guérilla qui a mené la guerre civile contre le gouvernement angolais jusqu'en 2002. À l'époque où j'ai commencé ma thèse, qui remonte quand même à un certain nombre d'années, c'est vrai que les études sur l'Angola étaient encore assez peu nombreuses. C'est vrai qu'il était difficile de faire des recherches en Angola durant toute la guerre civile, pour des raisons évidentes. C'est difficile de faire des recherches sur un terrain en guerre, mais c'est aussi un pays dont l'économie était très tournée vers l'extérieur, donc aussi où il était très cher, tout simplement, de vivre, de faire des recherches. Et je crois que ça a vraiment limité aussi le nombre de chercheurs sur place
et étrangers venant travailler en Angola. Et c'est vrai qu'il y a aussi il n'y a pas de véritable tradition de recherche en sciences sociales en Angola. Ça n'existait pas à l'époque coloniale, ou très peu, où ça commençait vaguement dans les années 60 et 70. Ça a ensuite été très directement impacté par la guerre civile, phagocyté aussi par l'opposition Est-Ouest qui a caractérisé une partie de la guerre civile. Donc il n'y a pas vraiment de tradition de recherche avec des centres de recherche, comme ça a été le cas par exemple au Mozambique avec le centre d'études africaines de l'université Eduardo Mondlane. Donc ça veut dire que ce qui était intéressant pour moi comme étudiant et comme jeune doctorant, c'était le fait d'être presque face à un champ en friche, en tout cas pour le sujet sur lequel je travaillais. Mais en même temps, la difficulté, c'était qu'il aurait fallu faire 4 ou 5 thèses avant de pouvoir faire la mienne pour avoir de la matière à partir de laquelle me situer. Les choses ont beaucoup changé et puis maintenant il y a vraiment une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs angolais, non angolais, européens, américains qui travaillent sur l'Angola, et c'est vrai que c'est très réjouissant de voir ça. En ce qui concerne très rapidement peut-être là où je me situe par rapport à cette littérature, je crois que ma recherche sur le nationalisme, elle s'est inscrite à un moment où on a commencé à complexifier un petit peu la question du nationalisme et des liens entre notamment religion et politique au travers du nationalisme en Angola. Pendant longtemps, il y a deux doxas, entre guillemets, qui ont un peu prévalu. L'une était que dans la sphère coloniale portugaise, les relations entre religion et politique étaient très différentes si on regardait ça du côté catholique ou protestant. En gros, pour le résumer, il y avait les méchants catholiques qui étaient proches du pouvoir salazariste, et puis de l'autre côté, les bons protestants qui avaient été le berceau du nationalisme. La preuve étant que les leaders des 3 mouvements nationalistes angolais, Agustin Neto pour le MPLA, Jonas Savimbi pour l'UNITA et Holden Roberto pour le FNLA, avaient tous eu des liens très, très forts avec des missions protestantes. Et de l'autre côté, l'Église catholique était inféodée ou était considérée comme inféodée au pouvoir portugais depuis la conclusion d'un concordat dans les années 40, etc. Et puis, je suis arrivé à un moment où il y avait toute une réflexion, notamment au travers, dans une association qui s'appelle l'Usotopie, qui a donné lieu à une revue qui existe encore, l'Usotopie, une association créée par notamment Michel Cahen, qui a aussi joué un rôle très important pour moi, et Christine Messian, entre autres, et puis toute une réflexion sur, qui a permis de complexifier, on va dire ça comme ça, cette première doxa. L'autre doxa face à laquelle je me suis situé, dans la suite des travaux notamment de Christine Messian, c'est le lien entre nationalisme et ethnicité. Et en Angola comme ailleurs, on a très longtemps considéré que la division du nationalisme en 3 mouvements distincts était le produit de l'ethnicité, tout simplement. Il y avait un mouvement Bakongo au nord, le FNLA, un mouvement Kimbundu ou Mbundu dans le centre de l'Angola autour de Luanda, et puis un mouvement Ovimbundu qui était donc l'UNITA. Et là aussi, il s'est agi pour moi, comme pour d'autres, de montrer en fait que la question ethnique le lien entre ethnicité et nationalisme était beaucoup plus complexe que cela, que c'est avant tout le nationalisme et l'expérience de la guerre de décolonisation, le contexte particulier de l'indépendance qui ont influé sur la perception et le rôle politique de l'ethnicité plus que l'inverse. Donc l'ethnicité est plus le produit de cette histoire que la cause des divisions. Donc voilà, c'est un petit peu par rapport à tout cela que je me situe. Merci Didier pour votre réponse très détaillée. Et je vais vous poser la même question à vous, Federico. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir travailler sur le tokoïsme et comment vous vous situez par rapport aux travaux existants?
Oui, merci pour cette question. Alors, il faut dire que, disons, moi, je n'avais pas une connaissance particulière de ce mouvement, déjà parce qu'il n'a pas été vraiment étudié par la littérature, pour les raisons déjà que Didier vient de quelque façon évoquer, c'est-à-dire que la littérature sur les religions en Angola, c'est souvent accompagnée par un regard sur le mouvement nationaliste, sur la question de la guerre qui a caractérisé ce pays, mais aussi la littérature sur ces pays pendant très longtemps. Et donc, pendant très longtemps, il faut dire que ce mouvement n'a pas du tout été pris en considération. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard, en fait, en essayant, disons, de trouver un sujet qui puisse être aussi d'actualité. Et là aussi, et c'est un élément d'ailleurs assez visible, c'est-à-dire que cette église est finalement la deuxième église en Angola, c'est-à-dire elle est une des églises les plus importantes dans ces pays. Et surtout, elle a eu une croissance impressionnante à partir de la fin des années 90, notamment de la période de la fin de la guerre et à partir du moment de la paix, justement en 2002. Et donc, il y a d'un côté cette envie de comprendre finalement quelles sont les raisons de cet exploit finalement de cette église, mais de l'autre, de la situer dans la trajectoire historique qui est celle de l'église tocoïste, mais également des champs d'études sur religion et politique en Angola. Et à ces propos, il faut dire que, disons, cette église est née à l'époque coloniale. Elle avait, comme beaucoup de mouvements prophétiques, elle est l'œuvre finalement d'un prophète qui a reçu une vision et cette vision s'est accompagnée d'une mission, celle de rappeler sur terre finalement l'Église. Donc il est un prophète à l'instar de Jésus-Christ, donc il s'inscrit complètement dans cette trajectoire chrétienne. Mais c'est une église qui avait une position assez particulière à l'époque coloniale, d'ailleurs très différente par rapport aux principales églises chrétiennes, puisqu'il n'a pas eu vraiment un positionnement clair à l'égard du pouvoir colonial et également des mouvements nationalistes, pour des raisons assez particulières. Déjà le fait qu'il s'agissait d'un mouvement né dans une région de l'Angola qui avait des liens avec les populations Bas-Congo, notamment de la zone de frontière entre le nord de l'Angola et ce qui était alors le Congo belge. Et c'était un mouvement quand même minoritaire, il faut dire ça aussi, puisqu'il était né justement de cette œuvre de ce prophète, donc il n'avait pas toutes les racines sociales historiques qu'avaient les églises chrétiennes. En même temps, c'était un mouvement typiquement angolais, puisqu'il est né dans ce contexte d'un côté missionnaire. Le prophète est issu de la mission baptiste, donc il était le fruit, si vous voulez, de l'œuvre missionnaire, mais en même temps, il avait une vision d'une nation, d'une société qui pouvait, de quelque façon, se concilier, être capable d'avoir accès à l'indépendance, mais d'une façon très différente de celle que les autres mouvements nationalistes proposaient. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement qui est né dans un contexte assez particulier et qui a fait l'objet de la répression pour cette position très particulière que le gouvernement colonial, bien entendu, soupçonnait d'être l'expression d'une attitude un peu subversive. C'est un mouvement qui a été très minoritaire en Angola jusqu'aux années 2000, où il y a eu un processus sur lequel on pourrait éventuellement revenir, de personnification de ces prophètes qui étaient entre-temps décédés. Et à partir de ce moment-là, il y a l'émergence d'un nouveau leader qui a été capable de construire cette église tocoïste et de bâtir des relations très étroites avec les pouvoirs angolais, avec l'État en Angola. Et il y a bien entendu des dimensions à la fois spirituelles et politiques dans tout cela, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, cette église elle a un rôle très important, elle est aussi une partenaire de l'État angolais, elle s'est fait, disons, aussi porte-parole de ces sentiments du parti de la population, mais également très, disons, accentuée par les gouvernements d'une volonté de réconciliation qui est tout à fait problématique, puisqu'elle ne met pas vraiment en cause tous les trajets historiques de la guerre, de comment on est arrivé à cette paix et quelles sont vraiment les marges de réconciliation. Donc il y a, disons, une véritable ambiguïté de cette église qui mérite une focalisation particulière. Donc ça, c'est mon premier, disons, objectif par rapport à la littérature sur l'Angola. En même temps, le deuxième élément, à mon avis, intéressant, c'est que cette église est une église prophétique. Donc elle s'inscrit en fait dans des mouvements de type prophétique qui étaient typiques de l'époque coloniale. On peut les observer
dans cet espace Congo, donc République démocratique du Congo, mais également par exemple le Congo-Brazzaville, au Gabon, mais également en Côte d'Ivoire, donc dans plusieurs espaces, disons, chrétiens. Mais si très longtemps, finalement, ces mouvements prophétiques ont été analysés, notamment par les anthropologues, par rapport à la situation coloniale, notamment, je pense à Georges Balandier, et ils étaient un peu perçus comme étant l'expression d'un proto-nationalisme, donc l'idée qu'ils pouvaient amener au nationalisme. Finalement, il n'y a pas vraiment d'études sur la capacité de ces prophétismes d'être très actuels, donc de se reproduire, et de devenir finalement, de s'adapter à des circonstances très différentes, de modifier les logiques disons, des rapports aux politiques et d'adhésion finalement sociale, et donc de devenir, comme dans les cas angolais, finalement, une église qui peut être à la fois définie comme prophétique, mais aussi, dans certains cas, pentecôtiste, donc qui mélange plusieurs traits qu'on peut observer un peu ailleurs. Donc il y a aussi la volonté de croiser, si vous voulez, ces champs disciplinaires et qui ont se sont souvent focalisés sur des éléments particuliers. Donc dans ces cas, il y a la volonté de comprendre tout cela, bien entendu par rapport à l'Angola de l'après-guerre, comme on l'appelle, à partir de 2002. Merci Federico. Merci à vous. Alors Didier, vous avez tout à l'heure parlé des églises chrétiennes, comment elles sont localisées dans différentes régions du pays. Et Christine Messiaen dit que le poids démographique des églises va au-delà des 90% en Angola. Donc c'est quand même une force dans ce pays. J'aimerais savoir si elles ont eu une influence sur les mouvements nationalistes et si oui, laquelle? Effectivement, les églises chrétiennes sont très importantes numériquement, statistiquement, en termes de nombre d'adhérents en Angola. Et puis, elles ont aussi connu une diversification très importante qu'on retrouve partout dans l'Afrique subsaharienne et bien au-delà aussi, comme l'a évoqué Federico, avec des mouvements comme le tokoïsme, qui est déjà qui remonte aux années 40, mais il y a eu aussi ce qui s'est passé ailleurs dans les années 1990, notamment avec l'arrivée de nombreux pentecôtistes, un très grand éclatement comme ça de la scène religieuse. En ce qui concerne les liens entre nationalisme et Église, comme je le disais tout à l'heure, on a eu pendant longtemps cette idée selon laquelle il y avait cette division comme ça entre Église catholique et mission protestante. Les missions protestantes étant non portugaises, même s'il y avait quelques missionnaires protestants portugais, mais provenant d'Angleterre, des États-Unis, de Suisse ou d'ailleurs. Donc, par définition, ces missions protestantes étaient vues comme opposées au colonialisme portugais, donc plus proches des mouvements nationalistes. Et comme je disais, le fait que en Angola, comme à peu près partout ailleurs, en contexte colonial, en tout cas pour l'Afrique subsaharienne, les leaders des mouvements nationalistes ont eu une éducation au sein des missions. Il y a eu cette idée que les missions protestantes avaient été le berceau du nationalisme angolais, alors que l'Église catholique était au contraire inféodée au pouvoir portugais. Comme je disais, les choses ont été beaucoup plus complexes dès le départ. D'une façon générale, en termes politiques, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que les missions chrétiennes, lorsqu'elles se développent en Afrique subsaharienne dans la deuxième moitié du 19e siècle, elles portent en elles-mêmes, et les missionnaires portent en eux-mêmes une forte critique des sociétés dont ils sont issus, des sociétés post-industrielles ou en train de s'industrialiser plus exactement en Europe. Et leur but, ce n'est pas de reproduire la société européenne en Afrique, mais plutôt de retrouver le royaume de Dieu qui a été perdu par les délices et les dangers du matérialisme arrivé avec l'industrialisation, etc. Et donc, il y a cette idée aussi quand même qu'on retrouve très fortement dans les missions protestantes, mais aussi dans certaines églises ou dans certaines congrégations missionnaires catholiques, de recréer des espèces d'isolats comme ça, d'une civilisation chrétienne idéale et d'inscrire en fait les sociétés africaines dans ces isolats de civilisation chrétienne idéale. Donc le retrait par rapport à
aux autorités politiques, aux autorités coloniales. Il n'est pas forcément le résultat d'une opposition politique au projet de colonisation, mais plutôt de vision du monde un peu différente. Et il y a dans de nombreux mouvements missionnaires l'idée que le monde colonial, le monde urbain notamment, est un monde plein de dangers, donc il faut protéger les indigènes, entre guillemets, africains, pour leur permettre d'évoluer dans une espèce de cocon qui les protégera et qui leur permettra de rattraper le retard, entre guillemets, puisque, bien sûr, le retard civilisationnel, puisque, bien sûr, les missionnaires étaient aussi, pour la plupart, porteurs de cette idée très, très raciste, selon laquelle les sociétés africaines étaient en retard sur le reste du monde. Mais le rattrapage ne devait se faire à l'intérieur de ces îles-là de civilisation. Et c'est quelque chose qui est très important, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en ce qui concerne, pour comprendre l'articulation entre mission et nationalisme, notamment en Angola. Après, pour revenir plus concrètement sur votre question, c'est vrai que le fait que la plupart des leaders nationalistes soient issus d'une éducation au sein des missions n'est pas non plus un hasard. C'est que dans l'empire colonial portugais, en fait, l'État colonial portugais, comme d'autres États coloniaux, était un État plutôt faible, qui fonctionnait sur le mode de la décharge, pour reprendre l'expression weberienne, c'est-à-dire que tout ce qui concernait l'éducation, la santé, le développement rural, était délégué, était délégué de fait à des organisations privées, dont les missionnaires. Et c'était particulièrement le cas en Angola, où un accord a été conclu entre l'Église catholique et l'État portugais en 1940, accord au terme duquel l'Église catholique devenait entièrement responsable de toute la scolarisation au niveau primaire. Or, de fait, l'Église catholique n'a jamais eu les moyens suffisants, que ce soit en termes financiers ou en termes de personnel, pour assurer l'éducation de tous les enfants, d'une partie en tout cas des enfants en Angola. Donc les missions protestantes, même si elles étaient vues de façon comme un peu dangereuses par le pouvoir portugais, parce que justement non portugaises, etc., ont eu ce rôle aussi de fait, même si dans la loi, ce n'était pas vraiment prévu. Donc, de ce fait-là, elles ont joué un rôle essentiel dans la promotion, la création d'une élite qui ensuite, plus tard, a repris les rênes du pays. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure d'une opposition comme ça entre Église catholique méchante et bons protestants. Peut-être plus précisément là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'intérieur même de l'Église catholique, si effectivement il y avait notamment dans la hiérarchie durant toute l'époque coloniale une certaine proximité vis-à-vis du pouvoir portugais, il y a eu aussi bien dans la société portugaise métropolitaine que dans les colonies une lutte de pouvoir entre les institutions, entre l'État et l'Église. Et l'Église catholique, même si pour une partie de sa hiérarchie, elle était assez proche de l'idéologie salazariste, que ce soit au Portugal ou dans les colonies, elle a aussi toujours essayé de préserver son propre espace et d'empêcher l'État et le régime salazariste de prendre le pouvoir sur la sphère protégée de l'Église. Ce qui fait que, par exemple, à Luanda, certains prêtres très opposés au colonialisme et qui étaient proches des milieux nationalistes, dont le fameux Joaquim Pinto d'Andrade, qui est le frère d'un des fondateurs du MPLA, lorsqu'il était jeune prêtre et qui l'aidait à la publication et la distribution de tracts nationalistes, a reçu la protection de l'archevêque de Luanda, même si celui-ci, dans ses fonctions, est difficile de dire, mais en tout cas dans ses fonctions, était proche du pouvoir portugais. Il a défendu Joaquim Pinto d'Andrade, à la fois en fait, surtout, je pense, parce qu'il protégeait son espace réservé à lui. Ensuite, dès qu'on gratte un petit peu la surface, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Les idées nationalistes ont circulé dans les milieux catholiques autant que dans les milieux protestants.
De même, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute une vague de missionnaires catholiques, notamment dans les missions spiritaines, qui n'étaient pas portugais, parce qu'il y avait aussi une crise une crise des vocations où il n'y avait pas suffisamment de missionnaires, en tout cas au Portugal. Et ces missionnaires, notamment hollandais, français, alsaciens, provenance d'Alsace pour la plupart, étaient eux aussi, avaient une position très, très ambiguë vis-à-vis du pouvoir portugais. Certains trouvaient que le Portugal était finalement une espèce de petit État, j'allais dire minable, mais c'est un petit peu le sentiment qu'on a en lisant les archives. Donc eux-mêmes étaient critiques vis-à-vis du Portugal. Certains d'entre eux étaient aussi porteurs d'une vision beaucoup plus révolutionnaire du rôle de l'Église catholique. Enfin bref, elle était très, très diverse, cette Église catholique, et elle a joué aussi un rôle de relais d'un message d'ouverture qui s'est traduit pour certains par un message anticolonial ou nationaliste, finalement, j'allais dire presque autant que les missions protestantes, même si de fait, il y a eu peut-être un plus grand nombre de leaders nationalistes qui ont passé par les missions protestantes que par les missions catholiques. Un dernier point peut-être sur cette question-là aussi, je crois que ce qui s'est joué aussi, ce qui est fondamental pour la suite, et notamment pour comprendre la guerre civile et les divisions qui ont ravagé l'Angola pendant de nombreuses décennies et qui sont encore présentes dans la société angolaise aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, dans le bouquin « Les incertitudes de la nation », c'est voir quels sont les imaginaires de la nation, les imaginaires de la nation et du rapport à l'État qui se sont débattus, qui sont issus des différents courants missionnaires ou des différentes églises. Et là, effectivement, ce qu'on voit finalement, c'est que l'impact principal des missions chrétiennes a été de reproduire et d'approfondir un certain nombre de divisions héritées de la période coloniale. Division qu'il est difficile de résumer comme ça, mais disons division entre des sociétés créolisées, c'est-à-dire où l'influence portugaise a joué un rôle très important depuis le XVIe siècle en fait, et les sociétés de l'intérieur de l'Angola qui n'ont pas été préservées de l'influence portugaise, au contraire, à partir du XVIe siècle elle est très présente, mais d'une façon différente. Mais disons que tout cela s'est traduit en fait dans des représentations concurrentes de la nation angolaise et surtout des groupes sociaux censés représenter cette nation. Et la guerre civile s'est jouée, et une partie de l'opposition politique continue à se jouer autour de cette question-là, certains se sentant marginalisés, se sentant en fait des Angolais de seconde zone parce que l'Angola serait toujours dominé par les mêmes groupes sociaux qui l'ont dominé depuis le 19e siècle, qui sont notamment urbanisés, issus de cette société créole, etc. Donc c'est cette division-là qui s'est vraiment, et c'est peut-être l'histoire de cette division-là qui est plus importante quand on considère le lien entre Église chrétienne et nationalisme que de savoir si oui ou non les catholiques étaient moins progressistes que les protestants, etc., qui est finalement une fausse piste. Je t'en prie. Federico, vous avez tout à l'heure parlé du tocoïsme et de sa particularité. Il est difficile de parler de prophétisme sans aborder l'aspect du charisme. Alors, comment expliquez-vous la dimension charismatique du tocoïsme et comment ce mouvement se compare-t-il aux autres formes de prophétisme dans cette région du continent? Alors, disons que l'aspect, comme vous l'avez effectivement évoqué, du charisme est partie, centrale de l'émergence des prophétismes. Et déjà parce que tous les prophétismes naissent grâce à l'activité d'un prophète. Donc ces prophètes est effectivement, dans beaucoup de cas, comme dans les cas de Simanto, comme également du cas de Simon Kimbangu au Congo, ils étaient des instituteurs. Donc c'était des figures qui avaient effectivement un rôle institutionnel au sein des missions protestantes, mais qui reçoivent finalement, une investiture prophétique, c'est-à-dire un message, une mission claire qui dérive directement, dans certains cas, de Dieu ou du
du Saint-Esprit et qui finalement leur donne cette mission de mettre en place une communauté qui puisse être en mesure de représenter finalement ces nouveaux courants et donc de représenter finalement l'Esprit Saint. Donc il y a le premier côté, c'est les côtés effectivement d'un charisme, je le dirais à la Weber, de façon weberienne, un charisme prophétique, donc un charisme tout à fait lié à la personne, une qualité extraordinaire qui relève justement de cette capacité de ces hommes de se faire porte-parole de leur investiture de la part de l'Esprit Saint. Mais une chose intéressante, à mon avis, c'est que toujours, en fait, ces prophétismes, ces charismes prophétiques s'accompagnent aussi d'un charisme de fonction. Donc, le deuxième type de charisme, selon Weber, c'est-à-dire un charisme lié à la dimension plutôt institutionnelle. Et ça, c'est parce que ces mouvements naissent dans un contexte déjà institutionnellement très défini, donc où il y a déjà des églises, où il y a des missions, comme dans les cas effectivement angolais. Donc il y a la nécessité d'un côté de construire cette communauté autour de la figure du prophète, de cette mission, mais également de trouver un espace, disons une marge de manœuvre à l'intérieur de ces champs religieux, pour parler en termes bourdieusiens. C'est-à-dire qu'il fallait donc composer avec les autorités missionnaires, également avec les autorités politiques. Et ça, c'est l'élément, à mon avis, un élément très important des prophétismes, qui implique de par sa propre nature, que ces mouvements naissent, que leur façon de se développer est liée au rapport qu'ils ont avec les autorités, donc avec les institutions. Et on les voit dans tous les cas, cela a souvent entraîné de la répression de la part des autorités coloniales. Et ça, c'est un trait commun à tous les prophétismes. Et effectivement, je pense également au cas de Harris en Côte d'Ivoire, qui avait une posture très ambiguë à l'égard des autorités coloniales. Donc, il n'avait pas du tout une posture subversive. Et il essayait même de convertir ces gens finalement au christianisme, mais cette attitude était perçue comme très bizarrement, disons, de la part des autorités coloniales, et cela a amené à des formes de répression. Donc, je dirais que ça, c'est un trait que l'on peut retrouver dans plusieurs type de prophétisme et qui est lié à cette imbrication de ces deux types de charisme. Or, il faut dire que, à mon avis, les tokoïsmes, ils présentent un peu des similarités, mais aussi des différences par rapport à d'autres types de prophétisme. Mais d'une façon générale, je trouve que ces deux aspects principaux qui caractérisent les prophétismes et dont les tokoïsmes et l'expression. D'un côté, le fait que les prophètes est, à mon avis, disons, l'avis aussi de la plupart des anthropologues, une figure de la synthèse. C'est-à-dire, ils synthétisent, comme ils synthétisent déjà ces types de charismes, mais cela implique aussi une synthèse entre différents types de durées. Donc, il y a d'un côté la figure de la dimension spirituelle, donc les prophètes, et la continuation justement de toute la trajectoire chrétienne. Donc, il s'inscrit dans cette logique. Il a une mission spirituelle, une mission universelle, qui est celle de se faire porte-parole du royaume de Dieu, donc de l'Esprit Saint, donc de convertir les gens à ça. Il y a une mission tout à fait spirituelle, mais de l'autre côté, comme il est une figure aussi charismatique et institutionnelle, et là aussi cette dimension très, disons, justement, temporelle, comme contradiction à la dimension spirituelle. Il est donc une figure institutionnalisée qui est souvent leader d'une communauté, donc qui a des responsabilités de représentation, des responsabilités politiques, bien entendu, donc d'interaction avec les autorités politiques. Et donc, dans certains cas, il a effectivement cette double dimension de leader d'une communauté au niveau spirituel, donc représentant de cette incarnation dans certains cas de l'Esprit Saint, et de l'autre côté comme un leader institutionnel qui doit interagir avec les autorités. Et donc, ça reflète aussi la synthèse qui est propre des prophétismes entre une dimension universelle et une dimension locale. Donc, d'un côté, il y a effectivement cette dimension de la spirituelle universelle de conversion, donc d'adhésion à une idée, à une théologie, disons, chrétienne particulière. Mais de l'autre côté, il y a aussi la capacité d'enraciner cette dimension universelle et spirituelle à des contextes locaux très précis.
Et encore une fois, je pense que dans beaucoup de cas, les prophétismes proposent en fait des solutions à des malheurs qui sont des malheurs tout à fait liés au type de société dans lesquelles les gens vivent finalement. Et que les prophétismes souvent reconduisent à la dimension de la sorcellerie ou du fétichisme. Donc à l'idée qu'il faut se convertir pour éliminer, pour se libérer de la sorcellerie et pour améliorer la condition de vie des gens. Et ça, c'est une trajectoire de légitimation qu'on retrouve partout dans les prophétismes et qui permet aussi à ces prophétismes d'être toujours très, disons, très présents sur la scène publique. Donc pourquoi ces prophétismes n'ont pas disparu à l'époque coloniale? Pourquoi l'hypothèse de Balandier a été contredite? C'est justement parce que ces prophétismes ont la capacité de s'approprier des registres, des logiques disons, locales, d'interaction sociale, des besoins politiques et sociaux locaux qui permettent d'être toujours présents sur la scène publique et d'avoir, disons, un retour très positif et très présent de la part des fidèles. Et là, je me rattache effectivement à la question du tokoïsme. Et là aussi, si on se pose la question pourquoi ces mouvements qui avaient une position très particulière à l'époque coloniale, qui prenaient une posture un peu neutre par rapport au mouvement nationaliste dont on a évoqué les divisions en fait assez importantes et à l'État colonial, pourquoi un mouvement avec une posture très particulière et très minoritaire a finalement eu un essor si important à la fin de la guerre civile? C'est probablement parce qu'il est en mesure de véhiculer, de canaliser disons, des besoins, mais aussi un sentiment de la part de la population d'adhérer à quelque chose de nouveau qui leur permet aussi de se sentir part d'une nouvelle communauté, nouvelle entre guillemets bien entendu, puisqu'il n'y a pas une véritable rupture au niveau des relations sociales en Angola, mais dans l'imaginaire, il y a cette volonté de s'inscrire dans un contexte social qui romperait complètement par rapport à l'époque coloniale et par rapport surtout à l'époque de la guerre civile. Donc il y a cette double dimension, à mon avis, qui est toujours très présente dans les prophétismes. Pour, disons, entamer une petite dimension comparative, parce que c'était aussi partie de la question, on a vu une chose très pareille en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, Côte d'Ivoire, il y a tout ce cercle prophétique autour de la figure de Harris, et qui a amené à plusieurs figures prophétiques qui reprenaient toujours les mêmes discours, mais qui arrivaient à les adapter finalement au contexte local. Et par exemple, une chose très intéressante, c'est l'émergence de ces prophètes Gbaye Koudou qui a été capable de canaliser les besoins et les sentiments aussi d'exclusion sociale d'une partie de la société ivoirienne. Et cela a amené à une adhésion très forte envers ces mouvements et qui mènera aussi à une adhésion à une vision de la société et de l'appartenance nationale qui, disons, finira aussi par permettre une adhésion au mouvement de Laurent Gbagbo et donc à cette idée de l'ivoirité vers la fin des années 90. Donc pour dire qu'il y a finalement une capacité de mélanger une dimension tout à fait spirituelle, donc de conversion et d'adhésion à une théologie chrétienne, et de l'autre côté des besoins locaux qui permettent d'inscrire ces mouvements dans un contexte historique bien particulier. Le deuxième point qui, à mon avis, est intéressant chez les tokoïsmes et que l'on retrouve dans d'autres prophétismes, c'est cette ambiguïté du rapport politique. Puisque finalement, je l'avais évoqué avant, ces mouvements n'ont pas une posture subversive à l'égard du pouvoir colonial et pourtant, ils font l'objet d'une répression. Donc, et ça, c'est un élément clé de leur propre légitimation, puisqu'ils mobilisent par la suite cette idée d'avoir été finalement réprimés, à l'instar de beaucoup d'autres mouvements religieux, par les autorités coloniales, mais cependant d'avoir été capables d'avoir encore un poids politique et une base sociale si importante, ce qui explique bien entendu cette dimension aussi un peu transcendantale, donc des capacités de convertir les gens. Donc il y a cette ambiguïté du rapport aux colonisateurs. Également l'ambiguïté disons, de la théologie politique, si vous voulez, de ces mouvements. Dans beaucoup de cas, il s'agit des mouvements qui se déclarent comme étant apolitiques, puisque justement, ils sont là pour être la représentation du royaume de Dieu, donc pour se faire porte-parole de ça. Et le seul royaume qu'ils acceptent, c'est celui de Dieu, donc c'est le paradis, si vous voulez. Mais cela, dans beaucoup de cas, implique aussi finalement une sorte d'acceptation du gouvernement en place. Et dans beaucoup de cas, à la fois dans les tokoïsmes, mais également dans les kimbanguismes, il y a ce discours d'acceptation du gouvernement qui est défini comme une sorte de gouvernement de Dieu.
c'est-à-dire finalement les gouvernements en place, il est l'expression de la volonté de Dieu, donc nous on se soumet à ces gouvernements et cela implique bien entendu une posture assez particulière d'acceptation des non-mises en discussion du pouvoir politique. Et cela explique aussi pourquoi, dans beaucoup de cas, ces prophétismes ont eu des relations très étroites avec des leaders politiques. Je pense c'est le cas, effectivement, du tokoïsme des années 2000, avec cette relation très étroite avec l'ancien président de la République, José Eduardo Santos. C'est également le cas du kimbanguisme, qui a eu des relations très étroites avec le président Mobutu. C'était considéré même comme la religion, finalement, d'État au Congo. C'est le cas également de l'église de Lassi, du prophète Lassi au Congo-Brazzaville, qui a eu des relations super étroites avec les premiers présidents congolais Youlou. Et donc, ça implique effectivement cette ambiguïté qu'on ne peut pas, à mon avis, résoudre uniquement, ou disons saisir sur la base de cette proximité pour des intérêts assez clairs entre les deux côtés, parce que cela n'expliquerait pas pourquoi les gens adhèrent à cette vision. Et pourquoi les gens, finalement, se font prendre par cette vision et ils considèrent d'être partie de ces mouvements. Et donc, à mon avis, ça, c'est l'expression, et c'est ce qui rend effectivement très actuel ces mouvements prophétiques. Et on revient justement à cette ambiguïté, à ce chevauchement entre le charisme prophétique, le charisme, disons, comme qualité extraordinaire, et puis un charisme institutionnel lié au rapport que ces figures ont avec les autorités politiques. Merci. De rien. Didier Péclar, comment situerez-vous les différentes églises en Angola au moment de l'indépendance par rapport à des mouvements comme la théologie de la libération en Amérique du Sud? Merci pour cette question. La théologie de la libération a eu, je dirais, un impact indirect notamment sur l'Église catholique en Angola, enfin en Portugal et en Angola, dans la mesure où il y a eu il y a en fait, à ma connaissance, plutôt pas de missionnaires issus directement, par exemple, de pays latino-américains qui auraient été eux-mêmes les porteurs, en quelque sorte, de cette théologie de libération. En revanche, bien sûr, qu'on a toute une génération de prêtres formés, notamment dans les années 60, aussi dans le contexte du Concile de Vatican II, qui sont attirés par cette vision révolutionnaire, entre guillemets, de la théologie, qui s'applique aussi bien finalement à une libération vis-à-vis de leur propre société, notamment pour les missionnaires, enfin pour les prêtres portugais ou d'origine portugaise, de se libérer du carcan du régime salazariste, et aussi bien, donc, du coup, par voie de conséquence, en quelque sorte, de contribuer aussi à la libération et à la décolonisation, à l'indépendance de l'Angola. Donc il faut, pour juste poser quelques balises, la guerre d'indépendance en Angola, elle commence en 1961, l'indépendance arrive en 1975, et puis la chute du régime de Salazar, c'est donc la révolution des œillets le 25 avril 1974. Et c'est ça qui permet finalement la décolonisation de l'Angola, du Portugal et de la Guinée-Bissau. Durant les années 60, l'Église catholique en Angola change énormément. Et elle est très fortement influencée, disons, par le contexte issu, y compris de la théologie de la libération. Et on a notamment, dans la région que j'ai étudiée, qui est le centre-sud de l'Angola, la région de Huambo, deuxième ville du pays à l'époque, qui était une petite ville, en fait, très coloniale, très ségrégée, finalement, construite vraiment pour être, d'abord, quand elle a été créée, elle s'appelait Nova Lisboa, c'était une espèce de nouvelle capitale de l'Empire, et puis construite sur un plan vraiment qui séparait blanc et noir, portugais et angolais, mais dans lequel il y a eu finalement une petite mixité sociale tout de même. Et parmi la société, enfin, parmi les jeunes catholiques de la fin des années 60, début des années 70, il y avait un certain nombre de prêtres qui étaient très révolutionnaires. Mais finalement, je ne sais pas si on peut dire qu'ils étaient indépendantistes. Je crois qu'ils voulaient un changement de société en général, comme beaucoup de monde à cette époque. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les archives de la police politique portugaise, la PIDE, qui était très active au Portugal, mais aussi en Angola à partir des années 60, et notamment bien sûr dans le contexte de guerre civile. Donc les agents de la PIDE étaient un petit peu partout, et ils faisaient des rapports sur à peu près tout, et ils envoyaient ensuite des dossiers
associés à Lapide qui sont maintenant consignés dans les archives que j'ai beaucoup consultées pour ma thèse. Et je me souviens il y avait notamment un process ou un dossier qui s'appelait Missa Yeye, Messe Yeye, où le fonctionnaire de Lapide s'offusquait à la fois du fait qu'on avait introduit de la musique Yeye dans l'église, et puis il faisait le lien avec les nationalismes, avec le soutien au Parti communiste. Enfin, il y avait un grand mélange dans la tête de ce pauvre fonctionnaire de Lapide, et pour moi, c'était vraiment aussi l'expression d'une volonté de changement qui se retrouvait à tous les niveaux, aussi bien des jeunes qui voulaient briser le carcan familial que des gens plus engagés sur le plan politique qui voulaient contribuer à l'indépendance de l'Angola au travers d'un engagement pour les mouvements nationalistes, et d'autres encore pour qui l'important c'était surtout l'aggiornamento de l'Église et la révolution à l'intérieur de l'Église. Et tout ça s'est mélangé comme ça, notamment dans la tête des pauvres fonctionnaires de Lapide, dans une espèce de bain de subversion généralisée. Mais voilà, donc oui, il y a eu une influence clairement, mais je dirais plutôt indirecte en l'occurrence. Merci. En reprenant l'idéal type de la révolution conservatrice qui a été avancée par Hugo von Hofmannsthal lors de la République de Weimar en Allemagne et qui se réfère au moment de rupture intellectuelle, culturelle et politique qui offre une réponse identitariste sur le mode de l'invention de la tradition, au changement social, voire la menace révolutionnaire, en faisant sienne la modernité technologique et en la sublimant sur le plan esthétique, culturel, religieux. Dans quelle mesure pensez-vous que ce concept pourrait être utile ou applicable au cas de l'Angola, afin de comprendre les liens entre le religieux et le politique lors de la période de la décolonisation et du conflit, pour Didier Péclard? Merci. Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui vont tout à fait dans ce sens-là. En travaillant sur les liens entre mission et religion, entre religion et politique dans le centre-sud de l'Angola, j'ai utilisé un concept que j'ai appelé la modernisation culturaliste, pour dire que les missions chrétiennes en général avaient été le berceau d'une vision alternative de la modernisation, alternative par rapport au type de modernisation, si on peut l'appeler comme ça, que proposait ou qu'imposait l'État colonial. Alternative parce que, comme je disais tout à l'heure, ces missions, au XXe siècle, étaient issues d'une tradition très critique vis-à-vis des dérives de la société matérialiste, etc., qu'on retrouve dans l'idée de créer des bastions de la foi, notamment en milieu rural, pour protéger les jeunes Angolaises et les jeunes Angolais, leur offrir les bases d'une éducation très générale, aussi bien personnelle que civique, que académique, pour leur permettre d'être les porteurs de ce nouveau royaume de Dieu qu'on essayait donc de recréer en Afrique subsaharienne et notamment en Afrique australe. Et cette vision-là, elle était basée sur finalement la réinscription, la réinvention de ce que les missionnaires voyant comme étant la culture africaine, la culture entre guillemets bien sûr, la réinvention de cette culture dans des termes chrétiens. Et ce que beaucoup de missionnaires, aussi bien catholiques que protestants, voyaient comme un grand danger, c'était que les Africains deviennent ce qu'ils appelaient des pâles copies des Blancs. Il fallait surtout éviter ça. Donc, il fallait proposer un cadre dans lequel les sociétés africaines pourraient se développer à leur rythme et rattraper le retard civilisationnel qu'elles avaient. Bien sûr, il faut mettre des guillemets tout là derrière, c'est le seul discours missionnaire, mais le retard civilisationnel qu'elles avaient vis-à-vis, non pas de la civilisation blanche matérialiste et déchristianisée, mais de l'idéal dont eux-mêmes étaient le porteur. Et finalement, c'était une vision qui était assez ségrégationniste quelque part, et on retrouve d'ailleurs, dans le contexte sud-africain, certaines racines de l'apartheid plongent aussi dans cette vision ségrégationniste ou d'un développement séparé des populations noires vis-à-vis des populations blanches, parce qu'il fallait, en fonction du constat, entre guillemets, de retard, il fallait offrir aux populations noires un développement qui leur serait adapté, ou qui serait adapté à leurs conditions.
Ça s'est traduit par exemple par l'idée qu'il fallait avant tout offrir une formation professionnelle de type pratique et que dans les églises, notamment dans les missions protestantes en Angola, il n'y avait pas de cours de philosophie, il y avait peu de cours intellectuels, enfin disons, de disciplines académiques jusqu'à assez tard dans le cursus. L'idée, c'était avant tout de former des bons ouvriers, des bons paysans, des bons agriculteurs qui seraient au courant des dernières techniques d'une agriculture moderne telle qu'on la pratiquait au milieu du XXe siècle. Donc cette idée d'une éducation propre, on la retrouve en Afrique du Sud, on la retrouve aussi au Mozambique, on la retrouve en Afrique centrale, et c'est intéressant de voir aussi qu'elle est issue de certains courants nord-américains, notamment chez Booker T. Washington, et la façon dont dans ces milieux-là, on voyait en fait l'éducation des Noirs américains, des Afro-américains vis-à-vis du reste de la population américaine. Il y a des tas de transferts entre guillemets d'idées et des technologies là, du savoir entre les deux rives de l'Atlantique, qui à mon avis n'ont pas encore suffisamment été l'objet de recherche et qui serait intéressant de pousser un petit peu plus loin. Et donc on voit dans cette idée-là l'idée qu'il y a une vraie Afrique qui serait l'Afrique plutôt rurale, l'Afrique de l'intérieur du continent, qu'il faudrait protéger et enfermer dans une espèce de bulle pour qu'elle puisse se développer et offrir une alternative à l'Afrique des côtes, à l'Afrique des villes, à l'Afrique des mines aussi, bref, à l'Afrique qui a été trop tôt, je dirais, confrontée aux excès de la modernité coloniale. Et cette vision-là, c'est une vision effectivement de modernisation, mais de modernisation, alors moi je l'appelle culturalisme, mais on pourrait certainement l'appeler aussi modernisation conservatrice, parce qu'elle vise à préserver une espèce d'héritage immémoriel africain, et en fait le préserver, mais le refondre dans un moule chrétien. Et si on veut aussi faire des comparatifs, je pense que la révolution Hutu telle qu'elle se passe dans les années 50 au Rwanda notamment, elle est aussi issue de ce même type de vision du véritable Africain comme étant l'Africain rural, etc., qui devrait pouvoir se développer à son rythme et dont finalement la société a été prise en otage par des gens venus de l'extérieur. Alors, dans le contexte de l'Afrique centrale, c'est les Tutsis avec ce renversement de l'hypothèse hamitique qui avait été mise en avant par le colonialisme belge notamment, mais dans d'autres contextes, comme le contexte angolais, ça va se traduire par la suite dans une contestation au niveau, encore une fois, de ce que j'appelais tout à l'heure les imaginaires de la nation, avec un imaginaire que Jonas Savimbi réutilisera pour développer la base sociale de l'UNITA au moment de l'indépendance, ou plutôt plus exactement juste après l'indépendance, dans les années 1970. Il aura recours à cette idée de la vraie Afrique comme étant l'Afrique rurale de l'intérieur qui doit lutter contre la marginalisation dont elle était l'objet par les colonisateurs et ensuite par les fils et les filles de colons et par la société créole de l'Angola. Et cette opposition, on la retrouve en fait évidemment sous d'autres formes, mais on la retrouve encore aujourd'hui et elle a été vraiment un des vecteurs principaux de la guerre civile. Donc je pense effectivement que cette hypothèse de la modernisation conservatrice est là quelque chose de tout à fait, qu'on retrouve dans ces sociétés-là. Et je pense que là aussi, il y aurait aussi un projet intéressant de comparaison entre ce qui s'est passé, ce qui s'est noué au sein de certaines missions chrétiennes, aussi bien en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud ou en Afrique centrale. Je pense que là, il y a beaucoup de connexions à faire et de recherches encore à faire vis-à-vis aussi de ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis également. Merci beaucoup. Federico Carducci, comment situerez-vous l'hypothèse de la révolution conservatrice en relation au mouvement toconiste ? Disons, moi j'ai essayé de réfléchir à cette hypothèse. Alors, c'est-à-dire plutôt l'idée d'une sorte de rupture, comme vous l'avez évoqué, disons, morale et identitaire à partir d'un moment effectivement de changement social. Et alors,
je dirais qu'il y a quand même, c'est pas tout à fait évident d'associer les rôles du tokoïsme à cette dynamique, déjà parce que je l'avais évoqué auparavant, quand même, le tokoïsme était un mouvement minoritaire, donc il faut pas, ça n'a pas impliqué une véritable, reconfiguration des rapports entre religions et politiques, ni de l'appartenance, du sentiment d'appartenance à l'ethnie ou à l'État en Angola à l'époque coloniale. Donc, à mon avis, pour des raisons historiques, ces mouvements, à ce moment-là, il n'a pas pu jouer un rôle de cette envergure. Mais je pourrais peut-être essayer de déplacer un peu les regards vers les moments de la fin de la guerre. Donc, si on pense que finalement, ce que cette Église fait, elle contribue à créer une nouvelle, un imaginaire d'une nouvelle société angolaise, d'une société dans la paix. Donc finalement, l'appartenance dans ce sens à l'Angola, ça démontrerait en termes d'une adhésion à ce récit, à cette idée d'une paix, finalement, d'une société qui est capable de se réconcilier après des divisions très importantes du passé. Et donc si on se rattache à cette idée, on peut éventuellement penser que cette Église contribue qu'il y a une sorte de régénération morale finalement de la société. Et ce qui est intéressant à mon avis, c'est que souvent dans les situations des révolutions conservatrices, comme elle a été définie, il y a toujours une sorte cette réponse morale se fait à travers une identification d'un ennemi. Donc l'idée, si je pense notamment, effectivement, Jean-François Bayard en avait parlé par rapport aussi au fascisme comme étant une expérience peut-être aussi de révolution conservatrice et qui s'est fait effectivement sur l'identification d'une appartenance finalement d'un homme italien, mais par rapport aussi à une identification d'un ennemi. Alors, et là aussi, je trouve que les Congolais est très particulier, et notamment la particularité du tokoïsme, c'est qu'il renverse cette logique, puisqu'elle était une logique finalement déjà dominante à l'époque, c'est-à-dire la logique dès l'époque coloniale d'une division de la société en plusieurs groupes, et donc cette logique d'appartenance au mouvement nationaliste et puis à la guerre civile, au décan de la guerre civile, impliquait effectivement l'identification d'un ennemi. Or, ce qu'il y a de particulier, c'est que rompre finalement avec cette logique crée un nouvel espace de reconfiguration d'imaginaire social et national en Angola. Et dans ce sens, ça permet également l'idée d'une sorte de reconstruction morale finalement de cette société, mais en rejetant complètement l'idée de cet ennemi. En même temps, cela n'implique pas qu'il y ait effectivement un changement du contrôle de la base hégémonique du pouvoir en Angola. Effectivement, ça accompagne cette emprise, encore une fois, cette emprise hégémonique du pouvoir angolais, mais il y a cette reconstruction, ce travail d'une reconstruction effectivement morale qui permet encore une fois d'avoir plus de soutien, de proposer un nouvel imaginaire de la nation par rapport à cette logique de la paix, donc à ces rejets finalement de la logique ami-ennemi, avec beaucoup de complexité que cela implique effectivement. Merci. Si je peux me permettre, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais là, que je trouvais très intéressant. Je me demande dans quelle mesure tu voyais là une éventuelle particularité du tokoïsme vis-à-vis d'autres mouvements ou d'autres églises pentecôtistes. On sait que l'Igreja Universal do Reino de Deus a été très importante en Angola comme ailleurs, mais il y a d'autres mouvements pentecôtistes qui sont là et qui peut-être offrent ce même cadre, ou est-ce que les tokoïstes sont différents là-dessus ? Oui, effectivement, je pense que la particularité du tokoïsme, c'est sa trajectoire prophétique qui est toujours présente. Donc, c'est vrai qu'il a, disons, ses rôles de proximité avec les gouvernements et des contributions à cet imaginaire d'un Angola nouveau et dans la paix n'est pas n'est pas unique du tokoïsme. En même temps, et là, il faut dire que la plupart des églises pentecôtistes, quand même, c'est des églises qui se sont établies à partir des années 90 et qui n'ont pas donc les mêmes tissus sociaux, mais surtout les mêmes côtés de légitimation qu'a le tokoïsme. Et là, je me rattache à ce qu'on s'était dit auparavant, donc à l'idée aussi de la période coloniale. C'est vrai que ce mouvement n'a pas eu un rôle, disons, pratique important par rapport, contrairement aux autres églises chrétiennes. Mais en même temps, sa position était très particulière
militaire et cette position qui était tout à fait politique, c'est-à-dire d'avoir déjà à l'époque une position de neutralité qui était un engagement politique, parce que c'était beaucoup plus facile de s'engager dans des mouvements nationalistes ou complètement à côté du gouvernement pour éviter la répression et l'exclusion des deux côtés. Donc cette posture dès l'époque, qui a été négligée pendant très longtemps, elle est réappropriée par ces mouvements maintenant et par l'État, qui revendique encore une fois comment déjà le rôle à l'époque coloniale de cette Église montrait qu'il y a toute cette trajectoire de la paix comme étant l'élément caractéristique de cette Église et notamment du prophète. Donc il y a cet élément qui, à mon avis, rend particulier cette Église et qui dans le cas de l'Angola, permet cet enchevêtrement en fait, entre la dimension spirituelle qui est celle du leader de l'Église, qui est également le prophète. Il est l'incarnation du prophète, la personnification du prophète. Donc quand il parle, il dit qu'il est là parce que le prophète est venu, le prophète lui avait donné la mission de réconcilier cette société et de transmettre la paix, puisqu'à la base de la société angolaise, il y avait la paix. Du tokoïsme, de l'apport politique du tokoïsme, il y avait la paix. Donc il y a cet élément qui est complètement, qui n'est pas présent dans les autres églises. Et puis l'autre chose, c'est que, et ça c'est typique des mouvements prophétiques, ces rapports à la paix, mais souvent ça implique en fait aussi des positions politiques ambiguës finalement, parce qu'une partie de l'Église qui ne reconnaît pas la légitimité de ce nouveau prophète, de la personnification du prophète, affirme que finalement c'est vrai que l'Église avait une posture de paix, mais elle avait aussi une posture qui impliquait un rejet de l'adhésion au parti, donc une posture neutre, ce qui n'a pas cette Église maintenant. Et c'est là qu'émergent en fait ces chevauchements entre ces deux dimensions et qui rendent particulier ces cas. Et aussi, ça implique aussi que finalement, aux yeux du gouvernement, cette Église est très importante parce qu'elle fait les mêmes jeux du gouvernement, donc elle permet un soutien moral qui est très important pour le gouvernement. Donc Federico, on arrive peut-être à votre concept de subjectivation citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, volontiers. Alors, c'est un concept que, disons, on a élaboré ensemble avec Didier dans un article qu'on a écrit et qui, à notre avis, disons, synthétise cette ambiguïté des relations entre cette Église et l'État en Angola. Et en même temps, ces concepts peuvent aussi, disons, à mon avis, être appliqués en général aux ambiguïtés des relations entre religion et politique, parce qu'il faut dire que souvent, ces relations ont été perçues comme étant l'expression d'un besoin matériel. Donc, la religion aurait été finalement réduite uniquement à cette notion de réponse à quelque chose qui n'est pas religieux. Alors là, ça implique aussi de prendre au sérieux finalement la dimension religieuse. Et dans ce sens, ce qui est intéressant, c'est que ces concepts qui reposent sur les concepts foucaldiens de subjectivation, prévoient une double dimension. Donc d'un côté, il y a un processus de construction d'un sujet, un sujet qui, dans ces cas, est dans l'essence à la fois d'un fidèle, le fidèle de l'Église, mais aussi du citoyen de l'Angola. Et ce sujet, il se sent comme étant l'agent d'une société qui aurait dépassé les divisions du passé et qui finalement serait, pour citer Weber, un type d'homme qui est propre de la situation de la paix. Donc un type d'homme qui, dans ses pratiques quotidiennes, finalement incarne cet achèvement qui serait la paix. Mais ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, ces processus impliquent aussi une dimension d'assujettissement, qui est la deuxième dimension de ce concept foucaldien, un assujettissement qui est une soumission aussi à l'ordre politique finalement angolais et à ces récits dont je vous disais auparavant de la paix comme étant l'achèvement principal dont l'architecte serait les gouvernements et dont les mérites principaux du gouvernement serait celui d'avoir été capable d'amener la paix. Et donc cela implique une non mise en discussion finalement de la paix et surtout de comment on est arrivé à la paix finalement. La paix, c'est vrai qu'elle conclut une guerre qui a duré depuis très longtemps, mais elle est le résultat d'une victoire militaire, d'une emprise militaire et politique du gouvernement et qui avait tout organisé pour arriver à cet état. Donc il y a des dimensions qui effectivement échappent si on ne regarde pas à cet élément de l'assujettissement. En même temps, je tiens à préciser un élément.
En fait, c'est pas donc ce processus, la subjectivation citoyenne, c'est pas une construction, c'est pas disons un travail rationnel. Donc il ne relève pas d'une opération stratégique de deux côtés. Donc on n'est pas là pour dire que finalement l'Église et l'État se sont accordés pour imposer aux citoyens, pour proposer une illusion en fait aux citoyens d'être partie d'une société qui n'est pas réconciliée. C'est pas ça. C'est plutôt les résultats justement de la particularité des relations entre cette Église et l'État, en même temps de la particularité des relations entre l'État et les autres églises, qui avaient eu un rôle assez particulier à l'époque de la guerre et qui donc étaient perçus comme associés à d'autres mouvements politiques ou comme une menace au gouvernement. Et donc c'est un peu les résultats, si vous voulez, de l'évolution historique des relations entre l'État et les églises en Angola, et aussi de la particularité propre au tocoïsme comme église prophétique dont la légitimité principale est prophétique, puisqu'il est, en fait, selon les tocoïstes, c'est suivi parce que tous les tocoïstes reconnaissent en la figure de Afonso Nunes, le leader principal de l'Église, la personnification du prophète qui aurait déjà annoncé ça. Donc il y a ces côtés qui permet aussi une adhésion. Et là, c'est bien l'enchevêtrement entre ces deux dimensions qui est à la base de ces concepts, qui permet à notre avis de comprendre pourquoi cette Église et pas d'autres églises, finalement, qu'on pourrait revenir aussi à ce qu'on s'était dit avant, a un rôle si important au sein de la société angolaise. Voilà. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, ce qui est aussi important, je pense, dans ce contexte-là, tu as évoqué les modalités de l'entrée en paix, entre guillemets, de l'Angola, donc la victoire militaire du MPLA sur l'UNITA en 2002, après une très longue période de guerre civile. Je crois qu'elle est importante aussi parce que cette victoire militaire est le résultat, pour le coup, là, d'une décision stratégique prise par le régime de José Eduardo dos Santos à l'époque, dans un contexte où la société civile, et au premier rang de la société civile, les églises angolaises, appelaient à une solution négociée au conflit. Elles voulaient que l'UNITA et le MPLA s'asseyent à la table des négociations et que s'ouvre en fait tout un processus de réconciliation nationale, de travail sur le passé. Et la victoire militaire permet de mettre ceci de côté, de mettre de côté les revendications de la société civile vis-à-vis d'une réconciliation nationale, et notamment d'un travail sur le passé. Et en fait, le travail sur le passé se résume à une amnistie globale pour tous les crimes commis durant la guerre. En gros, on ferme le chapitre de la guerre. On considère que la guerre a été une espèce d'absurdité historique, notamment commandité par des puissances extérieures, et puis on ouvre un nouveau chapitre qui est le chapitre d'une société angolaise, même pas réconciliée, mais tout simplement unie, unifiée, derrière son président qui est le pacificateur, etc. Et c'est vrai qu'il y a à ce moment-là une convergence en fait entre ces modalités d'entrée dans la paix et puis la résurgence finalement de l'Église tocoïste avec cette nouvelle réincarnation du prophète au travers de la figure d'Afonso Nunes qui ensuite qui va être le porteur en fait du renouveau de l'Église tocoïste et de cette proximité entre la réinvention de soi et la réinvention de la société angolaise dans la paix. Donc c'est vrai que cette proximité me semble aussi importante. Merci. De rien. Je relève de vos propos à vous deux que les rapports entre le religieux et le politique en Angola ont été marqués plus par une tension constante que par un alignement des deux. Ma question aura deux volets. D'un, j'aimerais savoir si cette tension s'est jouée également sur un terrain linguistique ou pas, et si oui, comment. Et pour finir, j'aimerais surtout vous, Didier Péclard, vous demander si en Angola on peut parler du nationalisme au singulier ou au pluriel. D'accord. Alors, je peux juste vite fait la question de la langue chez les tocoïsmes. Alors, deux éléments. En fait, le premier, effectivement, c'est un point, j'y pense maintenant, très important parce qu'il faut dire que cette église est née dans un contexte Congo, en fait. Donc, c'était des populations bas Congo.
qui était à la frontière entre le nord de l'Angola et la République démocratique du Congo. Et comme la figure de Simão Toko était celle d'un instituteur au sein de la mission baptiste, il avait donc une mission en fait précise, celle d'enseigner, et bien entendu c'était en portugais. En fait, il avait petit à petit commencé aussi, grâce à son esprit assez critique, à traduire des documents en kikongo. Donc, il a, à partir de ce moment-là, il a essayé effectivement de proposer des documents dans la langue locale pour que l'adhésion finalement de ces fidèles à la mission soit aussi une vraie adhésion, donc une adhésion sincère avec une compréhension de ce qu'il faisait. Il faut rappeler que la plupart des gens avaient vraiment de la peine en portugais. Et c'était... ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, c'était très mal vu par la mission, puisque c'était vu comme une activité tout à fait rebelle de la part de Simão Toko. Et donc, cet élément était très important pour avoir les soutiens de cette base, hein, notamment dans cette zone frontalière, et qui a permis au tokoïsme de s'agrandir à partir de ce moment-là. Mais après, la dimension linguistique a eu un rôle beaucoup moins important, puisqu'une fois que cette église s'est installée en Angola, elle a plutôt proposé une vision plutôt nationalisante, en fait, donc un engagement plutôt national pour éviter qu'elle soit uniquement associée à l'identité Congo, en fait, qui était une identité toute minoritaire en Angola, hein. C'était juste cette partie du territoire. Donc, à partir de ce moment-là, la langue n'est plus, disons, un élément de rébellion ou disons de positions particulières par rapport à la mission et donc au pouvoir politique également. Maintenant, en fait, il y a encore cette division de l'Église en deux côtés. Donc, le côté principal d'Afonso Nunes est un côté national qui s'engage pour la réconciliation, on l'a déjà évoqué. Et bien entendu, dans ces cas-là, il n'y a plus on ne se reconduit plus à la dimension ethnique et donc à cette langue kikongo, alors qu'une autre partie de l'Église, elle est encore associée plutôt à cette participation très ethnique et donc à cette adhésion de l'époque et dans laquelle il y a une importance encore nette de la langue kikongo. Effectivement, quand j'ai fait la recherche, il y avait dans certains cas des contributions en kikongo et donc les rôles aussi de la musique, des chorales en kikongo qui étaient considérés comme une langue par laquelle on pouvait aussi exprimer une position très critique qu'on ne pouvait pas faire en portugais, effectivement, puisque le portugais c'était compris par la plupart de la population. Donc il y a cette dimension qui est très importante. Et puis deuxième point, puisqu'aussi on avait évoqué un autre élément, c'est la question de ce qu'on appelle un régime de bénédiction. Alors, il faut dire aussi que cette église, comme une église prophétique, mais qui a des traits aussi propres aux églises pentecôtistes, elle repose sur la révélation directe de Dieu. La révélation directe de Dieu, elle est typique. Dans ces cas, elle s'est faite par le prophète qui, dans son action, effectivement, il a reçu la révélation de Dieu. Donc, ce qu'il fait, c'est justement l'œuvre, la mission dont il a été chargé. Dans les églises pentecôtistes, cela passe directement par le fidèle, par son opération, son œuvre de conversion. Mais cela implique finalement que tout ce que les prophètes font comme étant révélation de Dieu, ça c'est typiquement, ça établit ce qui sont les vrais problèmes. Donc c'est ça, la vérité finalement est quelque chose qui est imposé par le fait de le dire. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le truth telling. Donc c'est le fait de dire la vérité, la véridiction. Une fois qu'on dit que ça c'est vrai, ça devient automatiquement associé à la vérité et ça implique justement une soumission totale à cette dynamique qui est propre effectivement à cette Église. Voilà. Merci. Et vous, Didier ? Oui, alors sur la question linguistique, la question linguistique est un enjeu politique très, très important en Angola. On pourrait passer beaucoup de temps à en parler, donc je vais essayer d'être synthétique, mais peut-être juste pour poser le décor. L'Angola peut être ceci de particulier que le portugais est vraiment non seulement la langue nationale, mais c'est vraiment une langue qui est très largement pratiquée et qui est finalement la langue première d'une bonne partie des Angolais et notamment des différentes élites, pas seulement des élites politiques au pouvoir, mais des élites en général. Et parmi les élites angolaises, de nombreuses personnes ont une connaissance seulement passive, lorsqu'elles en ont une,
d'une des langues nationales, que ce soit le Kimbundu, le Kikongo ou le Mundu, même si là, il y a des différences régionales qui sont très importantes. Mais au sein du MPLA, par exemple, au pouvoir, disons, la langue est véritablement le portugais. Tous les grands rassemblements politiques se font toujours en portugais, alors que ça n'est pas forcément le cas, ça n'a pas toujours été le cas de l'UNITA et du FNLA, les deux autres partis principaux. L'UNITA notamment, puisqu'elle s'est développée sur cet agenda politique, entre guillemets, nativiste, ou qui mettait en valeur la vraie Angola de l'intérieur vis-à-vis des élites créoles donc étrangères. Évidemment, l'UNITA a beaucoup mis en avant aussi l'utilisation, le recours aux langues nationales, le Mundu et d'autres langues, ce qui n'a pas toujours été possible dans le post-guerre. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général. Maintenant, par rapport au rôle du religieux dans la question linguistique, en Angola comme ailleurs, les missions chrétiennes ont été le vecteur principal pas dire de l'invention, mais en tout cas de l'écriture, notamment, enfin de la formalisation des langues angolaises, de leur transcription à l'écrit dans la Bible. Et les églises protestantes ont d'ailleurs eu beaucoup à lutter contre le pouvoir portugais, qui voyait ça d'un très mauvais œil et qui n'autorisait que de façon assez restreinte l'utilisation des langues vernaculaires durant la période coloniale. Mais disons que que ce soit les églises, enfin principalement les églises protestantes, mais certains prêtres catholiques et certains missionnaires catholiques ont eu un rôle important aussi dans finalement la formalisation des différentes langues pratiquées en Angola. Et disons, c'est pas non plus tout à fait. C'est dans ce contexte. La mise en avant des langues vernaculaires a fait aussi partie de ce projet de réinvention, de création du royaume de Dieu dans cette Afrique idéalisée, rurale, etc., qui logiquement aussi devrait parler d'autres langues que les langues importées par le moment colonial. Et encore une fois, si on prend maintenant les différents partis politiques, on voit effectivement qu'il y a une distinction entre un MPLA qui est peut-être plus majoritairement lusophone et d'autres partis qui sont peut-être plus plurilingues que lui. Et ça renvoie peut-être à la deuxième partie de votre question sur le nationalisme ou les nationalismes. Alors clairement, le nationalisme en Angola, je pense que c'est pas le seul pays, se décline au pluriel. D'une part parce qu'il n'y a jamais eu de front nationaliste uni pour lutter contre la puissance portugaise. Dès le départ, le nationalisme a été divisé à la fin des années 50 entre le MPLA et le FNLA. Enfin, le FNLA apparaît en premier sous d'autres noms, l'Union des populations de l'Angola, et ensuite devient le FNLA, ensuite est créé le MPLA, et ensuite apparaît au milieu des années 1960 l'UNITA. Donc on a trois mouvements nationalistes qui portent le projet indépendantiste jusqu'au milieu des années 70. Mais on a aussi et surtout, je pense que ça c'est beaucoup plus important finalement que les mouvements politiques en eux-mêmes, on a, comme je le disais tout à l'heure, différentes représentations de ce que devrait être une nation angolaise moderne, et surtout de quelles sont les couches sociales ou les groupes sociaux qui devraient être les porteurs de cette nation angolaise moderne. Et une des divisions principales qui a nourri la guerre civile, elle vient effectivement de là, avec, de façon schématique, mais le temps nous manque pour être plus précis, mais de façon schématique, avec des élites issues des milieux créolisés, c'est-à-dire là où il y a eu une présence portugaise pluriséculaire d'un côté, et d'autres élites issues plutôt de milieux certes influencés par l'articulation des sociétés angolaises au monde colonial, mais disons plus indigènes, entre guillemets, à l'époque coloniale, donc plus africaines, noires versus population métisse pour l'autre partie. Et ces divisions-là au sein de la société angolaise sont encore très présentes, même si elles prennent des formes tout à fait différentes maintenant, alors qu'on s'apprête à célébrer les 20 ans de la fin de la guerre l'année prochaine, en 2022. Didier Péclard, Federico Carducci, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci.